Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public. Avant de vous présenter les participants d'aujourd'hui à notre conversation hebdomadaire, je voudrais vous donner une information importante. Il est probable que le Nouvel Esprit Public, auquel vous êtes attachés depuis 7 ans, ne continuera pas à la rentrée de septembre. Pourquoi ? Pour des raisons financières, bien sûr, parce que tout augmente, les frais de studio, les frais de post-production, les frais de diffusion, les frais généraux, les charges sociales, mais aussi, et même surtout, à cause d'un paradoxe sur lequel notre commissaire aux comptes a mis le doigt. Nous ne cessons de gagner des auditeurs et de perdre des contributeurs. Comment est-ce possible ? Notre budget repose sur 2 types de contributions, les mensuelles et les ponctuelles. Les contributions mensuelles représentent 40% de nos ressources. Celles et ceux qui ont choisi ce mode de soutien se montrent fidèles et restent à nos côtés après leur premier versement. Ceux qui nous soutiennent par une contribution ponctuelle qui représente donc 60% de nos ressources. Quel que soit le montant de leur contribution ponctuelle, ceux-là ne la renouvellent que par intermittence, quand la mémoire leur revient, qu'ils se souviennent que nous comptons sur eux et qu'ils ne négligent pas de joindre le geste à ce souvenir. Quelquefois, tout en nous conservant leur écoute et leur estime, ils oublient même définitivement de renouveler leur soutien matériel. La raison en est simple, nos conversations et nos badas hebdomadaires continuent à leur arriver régulièrement, notre compendium est à leur disposition chaque semaine et rien ne leur rappelle que leur soutien est indispensable, sauf les phrases que je prononce rituellement chaque dimanche et que des amis de notre podcast m'ont reproché de prononcer sur un ton trop léger. Je vais donc être clair, lourd et même relou. Si vous souhaitez continuer à recevoir chaque semaine les enregistrements et le compendium de nos conversations hebdomadaires sur l'actualité nationale et internationale, si vous souhaitez recevoir chaque semaine l'enregistrement d'un des badas de la série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », ce ne sera possible que si vous nous adressez votre contribution en le plus grand nombre possible, régulière, qu'elle soit modeste ou qu'elle soit fastueuse. Si vous ne nous avez pas encore envoyé de contribution, faites-le en mode mensuel. Si vous nous avez déjà envoyé un soutien ponctuel sous forme de chèque ou de virement, merci d'envisager de transformer votre soutien en un don mensuel. Nous allons maintenant tenter d'éclaircir certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, Jean-Louis Bourlange, Lucille Schmid et Richard Verly, qui publient avec François d'Alençon chez Grasset Le bal des illusions, un essai sous-titré « Ce que la France croit, ce que le monde voit ». Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui a pour titre « La France de Pompidou, c'était mieux avant ». Il est ainsi chapeauté « Pompidou séduisait ». Mort du cancer il y a un demi-siècle, l'ancien président fut le héros après De Gaulle des 30 Glorieuses, une époque de prospérité matinée d'insouciance dont bien des Français cultivent aujourd'hui la nostalgie. Retour sur cette grande figure qui éclaire singulièrement la situation actuelle de la France, avec notamment une journaliste politique, Michel Cotta, qui a elle-même couvert les années Pompidou et qui revient sur la trajectoire d'un homme plus complexe qu'il n'y paraissait, conservateur éclairé, amateur d'avant-garde doté sous des atours de lettrés et d'amoureux de la campagne d'un redoutable flair politique. Nous mettrons en ligne mercredi les échanges avec le public réunis aujourd'hui à l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de son accueil depuis l'origine de notre émission. Ces enregistrements suivront l'enregistrement de notre conversation. Pas d'enregistrement public en mai. Le théâtre de l'école retentit traditionnellement à cette époque de l'année des concerts et des représentations théâtrales données par les élèves, qui d'ailleurs commencent dans peu de temps, puisque du 23 au 30 avril, dans ce même théâtre où nous sommes, le théâtre Pierre Lamy, vous pourrez entendre les élèves donner Roméo et Juliette, du regretté William Shakespeare, et du 22 au 28, vous pourrez les entendre donner Cyrano de Bergerac,
du regretté Edmond Rostand. C'est absolument public et ayant moi-même assisté à plusieurs de ces représentations, je ne saurais trop les recommander. Donc, notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 23 juin et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, ce qui ne devrait pas vous empêcher d'y contribuer d'une des manières que j'ai citées tout à l'heure. Vous recevrez ce compendium dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant au modèle scolaire français dans tous ses états. En décembre 2023, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, défendait son choc des savoirs comme réponse aux mauvais résultats du classement PISA, qui évalue les élèves des pays de l'OCDE. Outre le renforcement du redoublement ou le brevet comme examen d'entrée au lycée, voire le port de l'uniforme, il avait promis des groupes à effectifs réduits en français et en mathématiques pour les élèves de 6e et de 5e, et la répartition des élèves en 3 sections en fonction de leur niveau, cela durant toute l'année scolaire. L'actuel ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, préfère l'appellation de groupe de besoins et insiste davantage sur les compétences à acquérir que sur le niveau des élèves. Le ministère assure que 2330 postes seront débloqués, dont 830 créations pour la mise en place de cette réforme. Classes toujours plus surchargées, écoles inclusives sans moyens, manque de formation et de soutien, rémunération à la traîne, l'enquête dénommée J'alerte, menée depuis décembre 2023 auprès des professeurs du premier degré par le syndicat FSU SNESUP IPP, montre une institution au bord de l'effondrement. Plus de 4200 personnes ont répondu. L'inclusion sans moyens est dénoncée par près des 3/4 des répondants. Les rémunérations et le temps de travail qui débordent préoccupent 1 sur 2, tandis que 46% pointent la surcharge constante des classes. Les autres enseignements de l'enquête portent notamment sur la formation jugée insuffisante et subie plutôt que choisie. Il s'agit toutefois d'une enquête qui ne fait pas l'objet d'une évaluation quant à ses méthodes et à la scientificité de ces méthodes. Le 2 avril, après 6 mois de travail, Paul Vanier, député La France Insoumise, et Christophe Weisberg, député Renaissance, ont présenté leur rapport d'information sur le financement de l'enseignement privé sous contrat devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée. Leurs conclusions dressent un constat sévère concernant un système peu transparent, mal contrôlé, dans lequel les contreparties exigées des établissements privés sont loin d'être à la hauteur des financements qu'ils perçoivent au titre de leur association au service public de l'éducation. 40 ans après l'abandon du projet de création d'un grand service public et laïque d'enseignement par le ministre de l'Éducation Alain Savary en 1984, les 2 rapporteurs estiment que le cycle de l'évitement du débat par crainte de raviver une guerre scolaire touche à sa fin. Les députés déplorent l'opacité des fonds publics alloués chaque année par l'État et les collectivités territoriales aux 7500 établissements privés sous contrat, à 96% catholiques. Aucune administration n'a été en mesure de fournir un montant consolidé de cette dépense de plus de 10 milliards d'euros et, selon les co-rapporteurs, sous-estimé. Ce rapport remet en cause le modèle français tel qu'il s'est construit depuis la loi Debré de 1959, caractérisé par un financement public important, 75% des ressources du privé sous contrat, associé à de faibles contreparties. Sur cette question, Nicolas Bavrez. L'éducation est vraiment la clé, j'allais dire, de la puissance et de la richesse des nations au XXIe siècle. Nous sommes dans une économie de connaissances. L'éducation est aussi clé pour la cohésion sociale et elle est clé pour la défense de la démocratie. Et comme la comparaison peut être faite avec le système de santé, c'était des points forts traditionnels de notre pays et aujourd'hui, ce système, il est en voie d'effondrement. Il est en voie d'effondrement pour 3 choses. D'abord, le niveau des connaissances. On sait que maintenant, notre pays est en queue de peloton dans les enquêtes PISA. La dernière enquête qui a été faite sur le niveau des élèves de 4e est catastrophique, puisque 53% des élèves ne maîtrisent pas les règles élémentaires du français et 55% pour les mathématiques. Quand on est dans des établissements d'éducation prioritaire, on monte à 79 et 84%. Seuls les établissements privés ont des performances meilleures.
La deuxième chose la deuxième dérive qui est tragiquement illustrée dans l'actualité, c'est évidemment la montée de la violence et d'une violence qui n'est absolument plus régulée. Donc, on a subi donc l'assassinat de 2 professeurs qui ont été décapités, mais beaucoup sont menacés. La violence concerne évidemment et aussi les élèves, les enfants. On l'a vu avec la contamination du harcèlement, l'assassinat du jeune Shamseddine et la tentative sur la jeune Samara. Et derrière, on a une vraie faillite intellectuelle et morale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école a renoncé en majorité à défendre les valeurs de la République et qu'on a à la fois une poussée islamiste et, j'allais dire, une rupture avec le savoir. C'est une école qui a renoncé à ce qui est sa mission première, c'est-à-dire transmettre le savoir et éduquer. Contrairement à ce qu'on dit, les raisons, c'est pas le manque de moyens. Aujourd'hui, la France consacre 110 milliards d'euros à l'éducation. C'est plus que la plupart des pays développés. En revanche, on sait très bien quelles sont les vraies raisons. Un centralisme délirant. Deuxièmement, le déclassement des professeurs. Depuis les années 80, 28% de chute de rémunération en termes réels. Une bureaucratie étouffante, 250 000 postes de gens qui font autre chose qu'enseigner. C'est la même chose qu'à l'hôpital où on a 37% des gens qui ne s'occupent pas de soigner. Et une fonte de l'enseignement des savoirs fondamentaux au profit d'une myriade d'occupations annexes ou sociétales. Voilà là où nous en sommes. Et donc, aujourd'hui, nous avons un système dont il faut dire qu'il est dirigé par la lâcheté et le mensonge. Le mensonge parce que les diplômes ont perdu toute valeur. On l'a vu encore récemment avec le brevet où les notes sont réévaluées de plusieurs points à chaque heure pendant on a eu aussi cette réforme du bac qui aboutit d'ailleurs à ce que maintenant les professeurs sont menacés au titre du contrôle continu. Une réforme calamiteuse du lycée qui a cassé les classes et qui a fait qu'aujourd'hui, on a une baisse de 30% des garçons qui font encore des mathématiques en seconde et de 60% pour les filles. Et donc maintenant, les dernières diversions qu'on a trouvées, c'est le rétablissement de l'uniforme ou le fait de relancer la guerre entre le public et le privé. Donc c'est pour ça que je crois que la manière dont Philippe Meyer a posé le problème est la bonne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à la nécessité de changer le modèle. Il ne s'agit plus simplement de ces espèces d'initiatives de communication ou de cette succession de réformes qui reviennent simplement à accélérer tout ce qui a échoué et à refuser tout ce qui réussit, notamment ailleurs. Donc, il faut absolument décentraliser ce système. On sait que pourquoi est-ce que le privé réussit mieux, c'est notamment parce qu'il y a une autonomie supérieure des établissements, qui a des vrais projets et qui a un engagement des familles. Il faut mettre le paquet sur le primaire et le collège. Le lycée a été détruit alors qu'il marchait plutôt bien. Il faut réhabiliter et de manière matérielle mais aussi symbolique le métier de professeur. Et puis, évidemment, il faut remettre et réassurer la paix civile dans les établissements. C'est la première chose. Il va de soi que si les familles, si les élèves, si les enseignants ont peur, rien ne peut se faire. Donc vous voyez, cette question est importante. Pourquoi ? Parce que la santé et l'éducation, c'est vraiment les biens premiers. Et si on n'arrive pas à les assurer, c'est pas seulement l'économie qui coule, c'est la démocratie qui s'effondre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons ni vision, ni stratégie, ni cohérence. Comment peut-on à la fois avoir comme ministre M. Blanquer, M. Ndiaye et Mme Belloubet qui, eux, sont dans la soumission. Et puisqu'on est à l'école alsacienne, je vous rappellerai quand même une chose, c'est que finalement,
Les gens qui ont créé l'école alsacienne en 1870 et ceux qui ont créé aussi Sciences Po, à l'époque, étaient justement dans cette idée de changer le modèle de manière modeste mais efficace. On était juste après la grande défaite de 1870 face à la Prusse, on était après la guerre civile de la Commune, et ce sont des gens qui ont compris deux choses, c'est qu'il n'y a pas d'investissement plus rentable que l'éducation, et que l'éducation n'est pas l'affaire de l'État, mais des citoyens. Lucille Schmitt. Oui, pour aller dans le sens de Nicolas et en même temps bifurquer un peu, je voulais dire que moi, je me suis posé 3 questions par rapport à ce sujet. Je me suis d'abord posé cette question de qu'est-ce qui, dans la crise de l'éducation, relève des moyens matériels et qu'est-ce qui relève d'autres choses. Nicolas Bavray nous dit qu'il n'y a pas de problème de moyens. Je vais essayer de revenir là-dessus parce que moi, je pense qu'il y a un problème d'hétérogénéité des moyens. La deuxième question que je me suis posée, c'était comment est-ce qu'on peut faire dialoguer ce qu'on pourrait appeler le haut, puisqu'on pourrait appeler le bas, qui est un sujet, vous savez, en recherche démocratique très important. Le bas, c'est pas une insulte, mais disons, c'est en tout cas ce qui se passe dans les établissements, avec les professeurs, autour de la communauté scolaire, des parents d'élèves, des proviseurs, de ceux qui sont responsables, collectivement, des élèves, évidemment. Et donc, on voit bien que cette question de communauté scolaire, elle est de moins en moins associée à un rythme de réforme de plus en plus effréné. Je rappelle qu'Emmanuel Macron vient de faire des annonces sur la modification de la formation des enseignants et qu'apparemment les syndicats l'ont appris par la presse ou par la radio, je ne sais. Mais en tout cas, qu'on arrive à un moment où on sent une sorte d'absurdité, en tout cas un système qui, en haut, tourne à vide par rapport à ce qui se passe réellement. Et puis, la troisième chose, c'est effectivement, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une réforme qui pourrait être efficace par rapport à cette éducation nationale? Et pour évoquer ces 3 questions, je me suis dit, il faut que je reparte, moi, de mon expérience du bas, qui est que j'ai été conseillère régionale d'Île-de-France pendant un mandat, et que lorsque vous êtes conseillère régionale ou conseiller régional, vous êtes au conseil d'administration d'établissements scolaires, de lycées, qui sont en fait dans une très grande hétérogénéité. Et ça, je pense que c'est un point qui n'est pas suffisamment présent dans le débat public. Moi, j'étais à la fois dans une cité scolaire extrêmement favorisée, qui se trouve être le lycée Michelet dans les Hauts-de-Seine, à Vanves, ville dont est issu notre Premier ministre. J'étais dans un lycée général classique, qui était situé à Montrouge, qui s'appelle le lycée Maurice Genevoix. J'étais aussi dans un lycée professionnel dans la même ville. Et au fond, ce que je retiens des discussions des conseils d'administration, d'abord que c'était le moment le plus passionnant de ce mandat, parce qu'il y avait des communautés scolaires qui discutaient entre elles. Mais la deuxième chose que je retiens, c'est l'hétérogénéité des moyens et la façon dont, dans une cité scolaire, où un département riche et une région riche ont décidé de mettre le paquet, où il y a une dotation budgétaire conséquente qui est renouvelée d'année en année, on ne manquait de rien, tandis que dans le lycée, qui était à quelques encablures dans la même ville, qui était un lycée professionnel, on manquait de tout. Donc moi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a peut-être des moyens qui, globalement, sont extrêmement importants, mais qui, au fond, donnent le sentiment qu'il y a des inégalités entre établissements qui sont profondes. Alors, par rapport à ces inégalités, en revanche, ce que je retiens également, c'est une communauté scolaire extrêmement intéressante, avec des débats très vifs. Je ne les qualifierais pas de politiques, mais je les qualifierais de très sociaux, sur le projet d'établissement, et qu'au fond, les effets établissement, ce qui est aussi un enjeu dont on parle beaucoup en sciences de l'éducation, les effets d'établissement jouaient à plein, en fonction de la façon dont l'équipe administrative, le proviseur, ses adjoints, tous ceux qui travaillaient à la bonne organisation des établissements, travaillaient avec les professeurs, travaillaient avec les parents d'élèves et travaillaient avec les élèves. Donc tout ça est fâcheusement absent du débat tel qu'il se déroule aujourd'hui, et je pense que c'est un point essentiel. Je voudrais aussi parler sur ce que disait Philippe à propos du rapport Weisberg-Vanier sur la question d'établissements publics et d'établissements privés. Certains y voient une charge contre les établissements privés. Moi, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est que depuis 1984, on vit avec cette crainte de la guerre scolaire entre le public et le privé, et on vit avec des fantasmes. C'est-à-dire qu'on vit avec des fantasmes, des effets de réputation, qui d'ailleurs jouent dans la façon dont les parents d'élèves choisissent de mettre leurs enfants dans tel ou tel établissement, lorsqu'ils en ont le choix.
Et donc, à partir de ces fantasmes, je crois qu'il est important aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des moyens publics qui sont consacrés aux établissements privés, les rapporteurs ont quand même dit qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a d'argent public dans le secteur privé. C'est entre 10 et 12 milliards d'euros. Ça fait une différence, 10 milliards d'euros et 12 milliards d'euros. Et donc, à partir de là, la question des contreparties, on peut la trouver théorique, on peut la trouver symbolique, on peut trouver que c'est décalé, mais non, je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour que le sentiment que les établissements publics sont moins bien traités que les établissements privés, tout ce qui s'est passé autour de la polémique, autour d'Amélie Oudéa-Castéra, avec quelque chose, au fond, d'une extrême maladresse, mais assez grotesque sur le fond, parce que qui ne voudrait que ses enfants soient bien traités, mais qui, par ailleurs, peut se permettre, comme ministre, de traiter comme ça l'enseignement public. Donc tout ça me semble être un point sur lequel il faut évacuer les fantasmes, cesser de vivre sous le fantasme de la guerre scolaire, et que les deux rapporteurs, qu'ils soient de Renaissance ou de LFI, aient tous deux 38 ans, c'est-à-dire moi qui soit né après 1984, me semble être un point essentiel. La Cour des comptes l'avait dit il y a quelques mois, il est nécessaire de contrôler la dépense publique, et je voudrais terminer en disant que Jean Pisani-Ferry, qui n'est pas un dangereux gauchiste, vient de faire toute une longue chronique sur le fait qu'aujourd'hui l'efficience de la dépense publique en France est faible, et que du coup il est nécessaire, dans l'éducation nationale comme ailleurs, de faire en sorte que l'efficience de la dépense publique soit mieux évaluée et qu'on puisse évacuer des fantasmes qui contribuent à un climat délétère et qui ne contribuent pas à permettre que nos enfants soient bien éduqués. Oui, pour reprendre le dernier point de Lucile, qui cite le texte de Jean Pisani-Ferry, qui est extrêmement intéressant sur la dépense publique. Certes, ce qui n'est pas contrôlé dans l'enseignement est, je crois, assez bien établi par la Commission, mais qu'est-ce qui est contrôlé ailleurs ? Qu'est-ce qui différencie sur ce plan-là la situation de l'enseignement privé d'un nombre de dépenses absolument considérables dont le contrôle est aussi inexistant et fantomatique que celui dont il est question dans ce rapport? Richard Verly. Peut-être commencer par faire un petit détour par ce pays voisin un peu baroque qui s'appelle la Suisse, puisqu'il se trouve que je le connais, où, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas de guerre scolaire. Nous avons un système scolaire qui fonctionne plutôt bien, extrêmement décentralisé, puisqu'il est géré au niveau des cantons. Un système d'apprentissage, comme vous le savez, puisque la France s'en inspire depuis quelques années pour relancer le sien. L'apprentissage fonctionne plutôt bien, et des enseignants très bien payés. Et donc moi, je voudrais démarrer par là. Je pense, je ne suis pas suffisamment expert pour savoir si les moyens publics sont bien répartis entre telle ou telle école ou tel département ou telle zone géographique. Ce dont je suis sûr, c'est que les enseignants français sont trop peu payés. Parce qu'on leur confie la jeunesse d'un pays, c'est-à-dire son avenir, et que ce métier mérite, à mon sens, vu le pouvoir d'achat, vu ce qu'on sait du coût de la vie, d'être bien mieux rémunéré. Pour vous donner une idée, un enseignant en Suisse, quel que soit le canton, démarre à environ 3 500 € par mois. Et va finir sa carrière... Avec un niveau de vie qui est quand même très supérieur. Non. Très franchement, par rapport à Paris, c'est la même chose. Très franchement, si on prend l'exemple de Paris... le niveau de vie et le pouvoir d'achat est à peu près le même. Donc non, je crois que j'avais écrit il y a quelques années un article pour dire qu'à mon avis, là, il faudrait augmenter d'urgence d'au moins 1 000 € par mois les salaires des enseignants, parce que la tâche est tellement difficile, et on le voit avec ce qui se passe autour de l'école, la violence et autres, que si on veut véritablement se consacrer à la jeunesse et à son travail, eh bien, cela mérite d'être récompensé. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que, et alors là, je vais rebondir sur ce que dit Nicolas, mais rebondir un peu pour m'en inquiéter. Quand est-ce que les Français vont se remettre à avoir confiance dans leur État et à avoir confiance dans ce qui est l'une des principales composantes de l'État, à savoir l'école? Parce que s'il n'y a pas de confiance, si on estime que tout est à ce point délabré, si on estime que le pays va à ce point à volo, alors à ce moment-là, c'est pas la crise de l'école, c'est la crise de la France. L'école n'est que le reflet d'une crise française généralisée. Il se trouve que je viens effectivement, comme l'a gentiment dit Philippe, de publier un bouquin avec un co-auteur qui s'appelle Le bal des illusions et qui s'emporte dans un chapitre contre le déclinisme. Arrêtons de penser que systématiquement l'école française est un chantier, je dirais, qui ressemble à peu près au trottoir de Paris.
Il se trouve que ces derniers mois, j'ai fait 4 interventions avec des collègues correspondants étrangers devant des écoles publiques, je crois, les 4, oui, publiques, toutes les 4. Non, il y avait le Collège international de Saint-Germain-en-Laye, dont je ne sais pas s'il est privé ou public. Public, il est public aussi. Eh bien, mais c'était formidable. Les élèves étaient formidables, les enseignants étaient formidables. Donc quand est-ce que ce pays va recommencer à avoir confiance en lui ? Parce que si on a confiance, on peut faire des choses. Et moi, je pense que l'école française mérite la confiance. Et après, quand même la nuance, elle vient de la liberté et du contrôle. La liberté dans l'enseignement, je crois c'est une conviction personnelle essentielle. Pouvoir choisir, c'est absolument essentiel pour respecter la diversité, le pluralisme éventuellement des opinions. On peut faire confiance au privé, faire confiance au public. Pour moi, c'est une vertu cardinale. Le contrôle, mais je crois que des mécanismes ont été mis en place pour permettre de contrôler depuis déjà quelques années et qu'on va en voir, me semble-t-il, les résultats bientôt. Laissons parler le contrôle. Regardons sur pièce, regardons l'inventaire. Ne commençons pas à faire le procès du contrôle. Est-ce que la dépense publique en France est mal gérée ? Évidemment. Évidemment, ça tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est peut-être pas la gabegie, mais qu'on n'en est pas loin dans pas mal de domaines. Mais que, en revanche, on attende d'avoir les pièces du dossier sur l'inventaire des contrôles qui sont faits dans les écoles me paraît indispensable avant d'en faire le procès. Et enfin, dernier élément, ne mêlons pas, pardon Nicolas, ne mêlons pas ce qui se passe à l'extérieur de l'école, à savoir les agressions, la prolifération de la violence et tout ça, avec ce qui se passe dans l'école. Ce qui se passe à l'extérieur de l'école dans un certain nombre de quartiers est très préoccupant, mais ce n'est pas pour autant que l'école est en cause directement. Jean-Louis Bourlange. Oui, je ne sais pas si j'ai un problème à m'associer à monsieur Tampi à ma gauche et monsieur Tammieux à ma droite, avec Lucie au milieu. Comme moi, moi, ce qui me paraît frappant, c'est l'ampleur des problèmes auxquels non seulement l'éducation, mais l'ensemble de la société est confrontée. C'est pour ça que je ne suis pas Richard sur son idée qu'on peut distinguer, enfin bien sûr qu'il faut distinguer, mais qu'on peut opposer ce qui se passe à l'intérieur de l'école et ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Je pense qu'il y a un continuum des problèmes sociaux et des problèmes pédagogiques, des problèmes éducatifs qui se posent à tous les niveaux et qui, à mon avis, ne relèvent pas, et c'est là où je suis à la fois pessimiste et optimiste, ne relève pas du faucon Yaka. Je ne pense pas qu'on puisse traiter les problèmes éducatifs avec simplement un changement de modèle. Enfin, bien sûr qu'il faut changer beaucoup de choses, mais nous sommes dans le temps long, nous sommes au cœur dans une dérive qui est impressionnante, qui est partielle, je crois que Richard a raison de le dire, et qui implique des efforts qui sont exactement ce que les Français n'aiment pas faire, c'est-à-dire des efforts patients, dénués de toute portée médiatique exploitable pour les hommes politiques, et des efforts qui seront très très lents, très complexes et très lents à produire des résultats. Il me semble que sur la violence, c'est un problème absolument essentiel, et les professeurs sont au cœur de cette violence accrue. On l'a vu avec des faits divers épouvantables, 2 assassinats. Les élèves aussi, on le voit, quel que soit on ne connaît pas exactement les conditions dans lesquelles les 2 attentats, dont l'un était mortel, qui se sont produits sur une fille et un garçon. On ne voit pas très bien encore comment tout ça s'est articulé, mais il est évident que, comme dit la plainte, c'est aux abords d'un établissement d'enseignement. Donc on voit bien que la violence, c'est pas simplement le fait qu'on rétablisse l'autorité, la discipline, les choses. On voit bien que les enseignants sont livrés à eux-mêmes, et puis c'est pas la peine de dire qu'on va mettre un policier derrière chaque enseignant. Ça n'existe pas. Donc on a des gens qui sont fondamentalement exposés, qui ne sont pas bien payés, qui ne sont pas reconnus, dont on fait qui sont mal formés
de longue date, qui d'ailleurs sont ceux qui ont accepté un métier dont la plupart ne veulent pas. Là, il y a quand même une crise, alors qu'on a 8% de taux de chômage, on a quand même une crise de candidature pour un métier qui, en principe, est noble et digne et respectable. Moi, c'est le métier que j'avais choisi quand j'étais étudiant. L'idée d'être prof de lettres, c'était un truc formidable. Bon, non, prof de maths, prof de lettres, tout ça, non, ça n'intéresse pas. Donc, on a des parents, une montée en puissance des familles monoparentales dans des conditions extrêmement difficiles, avec des femmes dont beaucoup viennent de l'immigration, ne parlent pas bien français, ne sont pas en situation d'aider culturellement leurs enfants à l'insertion. Donc tout ça, c'est un immense problème sur la... Et je crois que ça implique une approche vraiment prudente et respectueuse. Et c'est là où je suis. Ce que dit Richard, je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser, il faut écouter, il faut aider un certain nombre d'acteurs qui sont dans des situations très difficiles à faire face. Je vais être un petit peu démocrate chrétien, là, je sors le trait d'union que je n'ai pas entre démocrates et chrétiens, mais je le pense sincèrement. Alors, le problème, c'est qu'on a quand même un problème de fond, d'arbitrage entre deux types de modèles. Et c'est là où le mot modèle qu'a employé Nicolas est juste. Est-ce qu'on est dans un modèle où on met en avant que l'ensemble des difficultés que nous rencontrons sont principalement, notamment l'arrêt de l'ascenseur social, sont principalement dues à un défaut de mixité scolaire, au fait que les gens sont séparés, et ça implique toute une thérapie qui est une thérapie extrêmement centralisatrice, autoritaire. Ça s'est appelé le busing aux États-Unis dans les années Kennedy-Johnson. Aujourd'hui, ça s'appelle ces modèles d'affectation qui ont été très bien décrits par la Fondapol de façon très critique, ces modèles d'affectation des élèves de collège en lycée, où on voit bien que la performance scolaire, le niveau scolaire, est secondaire par rapport aux indices de position sociale qui jouent un rôle absolument déterminant dans l'affectation des élèves. Et il y a quand même quelque chose d'assez pervers à l'idée que ce n'est pas la performance scolaire qui est vraiment le point central de l'affectation, même si on ne doit pas considérer que les problèmes de mixité sont des problèmes secondaires. C'est donc là, on est dans une situation très délicate. Et on essaie d'appliquer des méthodes globales. Alors on met en cause, au nom de la centralisation, on met en cause la voie autonome, qui est celle de l'école privée. Là, il faut dire que Mme Oudéa-Castéra, très franchement, a un peu abîmé le marché. Mais c'est tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est est-ce qu'on choisit l'autonomie ? Nicolas parlait de décentralisation. Moi, je crois qu'il faut parler d'autonomie. Or, le modèle de l'école privée est un modèle fondé sur l'autonomie. Autonomie des finances, qui a été remise en cause d'ailleurs par Chevènement, mais initialement, le système était parfait, c'était le système appliqué aux élèves de la prime à la vache. C'est-à-dire qu'on avait une subvention qui était fonction du nombre d'élèves effectivement inscrits et scolarisés dans l'établissement. C'était un mécanisme extrêmement rigoureux et qui était effectivement assez dramatique pour la concurrence, parce que c'était les familles qui arbitraient, et notamment en Bretagne, etc., le secteur public se sentait un peu menacé. C'est ça qu'a cassé Chevènement quand il a arrêté la guerre scolaire en introduisant une méthode de cartélisation. Il a dit à l'école privée, bon, vous avez 16% du marché, on vous les laisse, mais vous ne débordez pas. Donc on supprime ce mécanisme de financement. Or, c'est évidemment un mécanisme très fondamental. On a aussi une autonomie de l'organisation qui est nécessaire. Moi, sur le choc des savoirs, je me méfie du choc en matière de savoir. Mais j'ai plein de choses à dire sur tout ça. Mais je les dirai pas. La seule chose dont on ne doute pas, c'est ça. En tout cas, je donnerai cet exemple. Je vois dans ma circonscription, qui est une circonscription relativement heureuse, j'ai discuté
avant-hier avec des syndicalistes qui étaient hostiles à la réforme proposée par Attal et Belloubet, et des parents d'élèves. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point chaque situation est différente. Le collège dans lequel j'étais est un collège qui marche bien, qui s'adresse à une population relativement intégrée. Il y a des problèmes, effectivement, de décrochage qui sont relativement limités et qu'il faut traiter comme des problèmes de décrochage individuels. Mais on voit bien que le passage en groupe de niveau ou de besoin n'est pas adapté. Que les enfants, les élèves n'ont pas envie d'abord d'être classés ni en haut ni en bas. En haut, ils n'ont pas envie d'être stigmatisés comme intellectuels et attaqués en tant que tels. En bas, ils n'ont pas envie d'être rejetés. En revanche, ils ont envie de former des groupes à partir du groupe classe, comme on dit dans le vocabulaire de l'éduc. À partir du groupe classe, ils ont envie de former des sous-groupes intéressants, par exemple un groupe métier du livre. Et si vous commencez par faire des groupes de niveau, alors il n'y a pas besoin de groupes de niveau, vous ne pouvez plus faire ces groupements-là. Or, dans d'autres établissements, c'est tout à fait différent. Où là, vous avez un choc entre des gens qui, comme dit Attal, qui ne savent pas lire et des gens qui savent lire. Comment voulez-vous enseigner la même chose et de la même manière à ces deux groupes? Là, vous avez un besoin de groupes de niveau. Donc, l'autonomie est absolument nécessaire. Et cette autonomie, elle est contestée pour des raisons. Alors là, je n'ai pas compris mon collègue Weber, qui est un garçon charmant, qui est dans ma commission, etc. Comment est-ce qu'un restaurateur new-yorkais, puisque c'est son métier, il est à moitié américain, il est restaurateur de son État à New York. Oui, il s'agit du député des Français de l'étranger. Oui, il est député des Français de l'étranger des États-Unis. C'est le suppléant de Roland Lescure, qui est devenu ministre. C'est un garçon parfait. Alors l'idée qu'il arrive avec un rapport dans lequel il reprend tous les poncifs de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes dit quand vous êtes à la Cour des comptes et que vous ne savez pas quoi dire, je ne sais pas, Nicolas, vous dites... il faut dire quelque chose quand même. Les contrôles sont insuffisants, l'absence de vigilance est remarquée, les objectifs ne sont pas clairement définis. Ce sont des formules rhétoriques que tout rapporteur en situation d'indigence emploie. Alors, le rapport qui avait été fait sur la Cour des comptes a été utilisé comme ça. En fait, ce que je veux dire, et je termine là-dessus, c'est qu'en réalité, est-ce qu'il faut s'en prendre à ce qui est une école de l'autonomie qui est l'école privée, ou est-ce qu'il faut s'en inspirer? Est-ce que le but est de réduire cette différence de l'école privée, ou est-ce que le but n'est pas de faire respirer l'ensemble du système public à la lumière de ce qu'il y a de bon? Tout n'est pas bon, je suis désolé de le dire, même ici, sans doute. Tout n'est pas bon dans l'école privée, mais il y a énormément d'enseignements à prendre, et je crois qu'une fois de plus, en France, on a cette tentation de détruire ce qui marche, au nom de la grande plainte de ce qui ne marche pas très bien. Lucile Schmitt. Oui, moi je pense que ce que vient de dire Jean-Louis est très intéressant sur où est-ce qu'on place les inégalités sociales. C'est clair qu'avec la massification de l'enseignement, je rappelle que c'est relativement nouveau, ça a une génération, avec la massification de l'enseignement, la question de la méritocratie qui a été projetée sur l'enseignement secondaire, elle se heurte en fait au choc du réel et au choc des moyens et puis du capital social. Et du coup, effectivement, tout ce qu'on imagine autour de l'indice de position sociale peut sembler très artificiel, notamment à Paris où ça aboutit à des absurdités, mais on ne peut pas s'exonérer collectivement comme société d'une réflexion sur la façon dont notre enseignement permet ou ne permet pas de lutter contre les inégalités sociales et pourquoi est-ce que l'enseignement français est à ce point moteur en termes d'inégalités scolaires. Du coup, la question des contreparties, qu'on le veuille ou non, elle a un aspect politique, symbolique. Et c'est pas seulement parce que M. Weisberg est restaurateur new-yorkais qu'il l'a proposé ou qu'il est sous... C'est un beau métier, ou qu'il est sous influence de Paul Vanier, député La France Insoumise. Vous disiez ou qu'il est sous. Donc c'est sans doute parce que, étant un politicien, il s'est dit qu'il y avait matière à en faire un élément de débat public porteur. Et je crois qu'il importe de réfléchir à ça, de même qu'à réfléchir à savoir exactement combien on subventionne l'enseignement privé, si c'est 10 milliards, 12 milliards. Ce qui est intéressant, c'est que le débat se concentre sur l'État, alors que quand on est élu d'une collectivité locale, on s'aperçoit que c'est un des enjeux essentiels de votre mandat. Nicolas Bavrez. 3 remarques très rapides. D'abord,
ce qu'a dit Richard Verlet, pour le coup, je pense que c'est vraiment inexact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la violence est extérieure au système éducatif. Et ça, c'est documenté, même si on peut avoir des faits divers qui se déroulent en dehors des établissements, mais c'est directement lié. Deuxième chose très rapide sur le privé, 2 millions d'élèves sur 12 millions et 10 milliards de fonds publics sur 64 milliards sur l'ensemble primaire et secondaire. Donc, en réalité, il n'y a pas de surfinancement du privé et les performances sont 15 à 20% supérieures. Dernière chose, il y a bien 2 modèles. Le modèle décentralisé, partout dans le monde, c'est celui qui marche. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par les uns et les autres, les situations des établissements sont très différentes. Et si on prend, y compris quoi qu'on pense des groupes de niveau, de besoins, de tout ce qu'on veut, de toute manière, ça serait plus intelligent de les faire établissement par établissement. Et la dernière chose, sur la Cour des comptes, pour répondre à Jean-Loup Bourlange, je vous rappelle la célèbre formule, la Cour des comptes, c'est comme les couilles du pape, il faut que ça existe, mais ça ne sert à rien. Je tiens à dire que nous avons autour de cette table 2 membres, plus exactement 2 anciens membres de la Cour des comptes, qui sont à ma gauche. C'est d'ailleurs pas toujours le cas que la Cour des comptes soit à ma gauche. Des rapports sur l'enseignement privé de qualité très inégale à la Cour des comptes. Celui que j'avais fait il y a quelques années était très bon. Nous renverrons nos auditeurs aux archives des couilles du pape. Intéressons-nous, si vous voulez bien, maintenant à la Turquie, après les élections municipales perdues par Erdogan. Moins d'1 an après sa défaite à la présidentielle de 2023, le parti kémaliste d'opposition, le Parti républicain du peuple, le CHP, a remporté les plus grandes villes du pays lors des municipales du 31 mars. À Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le maire, a été réélu avec 51,14% des voix. À 52 ans, il fait désormais figure de solide présidentiable pour 2028, mais il demeure dans le viseur du pouvoir qu'il a fait condamner fin 2022 à 2 ans et 7 mois de prison pour insulte aux membres du Haut Comité électoral turc. L'édile a fait appel, mais cette peine continue de planer sur son avenir politique et elle l'avait écarté de la course à la présidence en mai 2023. Ces élections municipales constituent le plus gros revers subi par Erdogan, 74 ans, et son parti, l'AKPI, I pour islamiste, depuis son arrivée au pouvoir en 2002. À l'échelle nationale, l'AKPI est tombée à 35% des voix contre 37,7% pour le CHP, perdant ainsi son statut de premier parti du pays. Autre percée notable, celle d'un autre parti islamiste, Yeniden Refah, qui présentait pour la première fois des candidats et qui, avec près de 9% des voix et une soixantaine de municipalités, a attiré les déçus de l'AKP qui lui reprochent de s'être écarté de l'islam et de maintenir des liens économiques avec Israël. Le parti pro-kurde DEM se maintient à Diyarbakir et dans le sud-est à majorité kurde. Si la personnalisation à outrance du pouvoir et sa posture sur la scène internationale ont fonctionné en faveur d'Erdogan lors de la présidentielle de 2023, elle a montré ses limites aux municipales où les enjeux locaux, services, transports, priment. La très mauvaise situation économique du pays et l'inflation qui a atteint 80% fin 2022 et se maintient encore aujourd'hui à 67%, expliquent une bonne part du verdict des électeurs. L'état des finances publiques et la corruption locale ne permettant plus à l'AKP de distribuer autant ses largesses à ses électeurs formés par les classes moyennes conservatrices qui se sont largement détournés de ce scrutin, à cela est venue s'ajouter l'inévitable usure d'un pouvoir omniprésent depuis 22 ans. Ces facteurs ont sans doute incité les électeurs mécontents de l'AKP à rester chez eux, comme le laisse deviner la baisse de la participation, passée de 87% l'an dernier à 76% cette année. Au soir des résultats, Erdogan a concédé qu'il constituait un tournant pour son camp et promis de respecter la décision de la nation. Bien qu'affecté par ces élections, il garde la main sur les principaux leviers du pays en vertu d'une constitution taillée sur mesure et d'un pouvoir qui s'est renforcé depuis le putsch raté, sur fond de purge et de contrôle renforcé des médias. Alors que les Turcs sont allés presque chaque année aux urnes ces derniers temps, aucune élection n'est prévue désormais avant les présidentielles de 2028. Erdogan devrait d'ici là donner la priorité à l'amélioration de la situation économique. Son idée de réforme constitutionnelle, qui aurait pu lui ouvrir la voie à un 3e mandat, semble pour le moment reportée. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe.
C'est assez frappant de se rappeler, d'ailleurs je crois que le Nouvel Esprit Public y avait consacré une émission, qu'il y a moins d'un an, nous avions discuté, débattu sur le fait qu'Erdogan soit réélu ou pas, et il avait été réélu avec une certaine surprise par rapport à ce que prédisaient les sondages, un deuxième tour, 52%. Et donc, ces élections municipales qui, là, comme vous l'avez rappelé, sont extrêmement, sont un séisme, en fait, pour le parti au pouvoir, l'AKP, puisque depuis 21 ans, il avait toujours été largement en tête de tous les partis politiques, et que pour le parti kémaliste, qui est le plus ancien parti turc, c'est un retour en grâce qu'il n'avait pas connu depuis 1977. Donc il a maintenant 37% des voix, l'AKP a 35%, donc c'est malgré tout relativement équilibré. Donc c'est quelque chose qui, au fond, nous pose question. Pourquoi est-ce que nous avions tellement glosé sur le fait que Erdogan ne serait pas réélu, et pourquoi est-ce qu'au fond nous sommes surpris par le fait qu'à ces municipales, il soit défait? Ça montre tout simplement que la Turquie est une démocratie, et je tiens à insister sur ce point. 85 millions d'habitants, 64 millions d'électeurs. Nous nous sommes habitués à considérer, au fond, que dans le camp des démocratures et des dictatures, il n'y avait guère de différence. C'est sans doute une démocrature, mais ce n'est pas une dictature. Et lorsqu'Erdogan reconnaît sa défaite et celle de son parti, lorsqu'il dit que c'est un tournant, lorsqu'il dit qu'il va sans doute arrêter sa carrière politique, faut-il le prendre au sérieux? Je n'en sais rien, mais ça arrive aussi dans les démocraties. Donc, de toute façon, prenons de manière très positive le fait que la Turquie est une démocratie. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est le fait que il me semble qu'il y a des effets retard par rapport à ce qui n'avait pas ce qui n'avait pas entraîné la défaite d'Erdogan en 2023, et un certain nombre de points ont pesé dans cette élection qui sont en fait des effets qui tiennent à ce qui s'était passé en 2023. Je rappelle que le tremblement de terre de 2023 a conduit à ce qu'il y ait 50 000 personnes qui soient mortes en Turquie. Je rappelle que ça avait mis en cause la corruption, la question des bâtiments construits hors des normes, et que le principal candidat du parti de l'AKP à Istanbul était justement issu de cette promotion immobilière, avait été ministre de l'urbanisme. Donc on a des effets retard par rapport à ce qui s'était passé. La deuxième chose importante par rapport à l'effet retard, c'est la situation économique qui ne s'est pas améliorée depuis 2023. On a une situation d'inflation autour de pratiquement 70% en février 2024, 80% sur toute l'année 2023. Et donc il y a une conjonction de facteurs nationaux qui sont intervenus par rapport au fait que ces élections sont à la fois locales et nationales. Elles sont aussi locales, et dans ces conditions, la corruption, la difficulté du parti AKP à désigner de bons candidats, évidemment, joue un rôle. Et puis, je rappelle aussi que la Turquie est un pays, aujourd'hui, profondément métropolitain. C'est-à-dire que on a à Istanbul 16 millions d'habitants, 11 millions d'électeurs. On a un tiers de la richesse du pays. Et donc, on est dans une situation d'une démocratie moderne, avec par ailleurs de fortes inégalités territoriales et des différences d'une région à l'autre. Philippe parlait du sud-est où c'est essentiellement kurde. Et puis l'AKP a gardé des positions fortes dans l'ouest et en Anatolie. Mais on est dans une situation où la métropolisation a aussi permis ce vote en faveur, au fond, de l'alternative à Erdogan. La deuxième chose qui me semble importante par rapport à ça, c'est évidemment le vote des jeunes et des femmes, parce que en Turquie, on vote beaucoup. Contrairement à nos démocraties, en 2023, c'était 87%. En 2024, c'est beaucoup moins, mais c'est encore 77%. Et donc, on est dans une situation où beaucoup de jeunes, c'est 10% de l'électorat qui est primo-votant, qui a 20 ans. 10%, c'est beaucoup, et ces jeunes ont assez massivement voté pour le parti kémaliste avec l'idée d'organiser une alternance par rapport à Erdogan. Troisième point sur lequel il faut insister, les choses ne sont pas faites par rapport au fait que l'opposition récupère le pouvoir présidentiel. Pourquoi ? Parce que Ekrem İmamoğlu est certainement aujourd'hui le principal candidat en lice. Il a une stature présidentielle. Je rappelle que ça fait 3 fois, on dit que ça fait 3 fois qu'il a battu Erdogan, puisque à 2 reprises, il l'a emporté à Istanbul l'année dernière et il l'a réemporté cette année. Mais dans cette situation, il est soumis à des tas de questions autour, au fond, du programme qu'il pourra porter. En Turquie, tout le monde est nationaliste, mais tout le monde est nationaliste avec des différences, des additions, des angles qu'il faut accepter de regarder. Est-ce qu'on est nationaliste et laïque ? Est-ce qu'on est nationaliste et islamiste ? Est-ce qu'on est nationaliste et pro-kurde ? Est-ce qu'on est nationaliste et anti-kurde ? Sur ces différents points, au fond, la Turquie reste un pays assez conservateur qui a depuis une dizaine d'années subi une forme d'islamisme rampant. Ça ne sera jamais comme l'Iran, il n'y aura jamais une rupture et une révolution islamiste. Mais par rapport à cela,
la laïcité qui reste inscrite dans la Constitution, comment va-t-on la porter dans les années qui viennent? Est-ce que la Turquie va continuer à s'islamiser lentement mais sûrement, ou est-ce qu'elle va redevenir un pays beaucoup plus laïque? C'est une des questions qui nous est posée pour 2028. Richard Verly. Oui, pour commenter ces élections municipales, je trouve intéressant de regarder le point de vue de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que sur la réalité turque, la présentation de Philippe et celle de Lucile, je dirais, font assez justement le point. D'abord, je pense qu'il faut impérativement, et je ne sais pas si c'est possible, que dans les années à venir, puisqu'il n'y aura pas de nouvelle élection en Turquie, ça a été dit jusqu'en 2028, l'Union européenne, les Européens réapprennent à parler à la Turquie. Réapprennent parce qu'il y a eu quand même une, j'allais dire, diabolisation. En tout cas, il y a eu un problème Erdogan que lui-même a largement contribué à installer, qui a compliqué énormément les relations avec la Turquie. Et bien évidemment, derrière, il y a le problème de l'islamisme et de tout ce qu'on connaît. Il est urgent de réapprendre à parler avec la Turquie. Il est urgent de profiter de cette diversité de la société turque et notamment des aspirations de la jeunesse pour réarrimer la Turquie, disons, dans un pourtour européen qu'on pourrait appeler positif, c'est-à-dire qui peut permettre à l'Europe de valoriser ses acquis dans le monde d'aujourd'hui. Et une partie de la Turquie, c'est le résultat de ces élections municipales, y est prête et demandeuse de cette main tendue, je crois. Donc il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas rater l'occasion d'autant plus qu'on connaît le rôle pivot de la Turquie dans le grand défi du moment pour l'Europe, c'est-à-dire le défi de la Russie et de l'Ukraine. La Turquie, qui, comme vous le savez, tout en étant membre de l'OTAN, n'applique pas les sanctions de l'Union européenne sur la Russie et reste donc un couloir commercial important pour la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la première chose, je crois, qu'il faut retenir de ces élections municipales, même si c'est un peu dérivé par rapport à l'enjeu même du vote, c'est réapprendre à parler aux Turcs et se redire ensemble que la Turquie est un maillon absolument décisif pour ce qu'on pourrait appeler de l'influence européenne dans le monde et la capacité de l'Europe à exister en tant que puissance, si je voulais paraphraser Emmanuel Macron. Le deuxième élément, c'est qu'il y a deux Turquies. Voilà, c'est assez simple. Il y a une Turquie métropolitaine, une Turquie des zones de population dense, qui bien évidemment est plus portée vers la contestation du modèle Erdogan. Et il y a l'autre Turquie, la Turquie rurale, la Turquie des villes moyennes, qui lui reste quand même assez largement acquise. Un petit point au passage, ces élections municipales nous montrent sans doute que l'élection présidentielle précédente avait peut-être été un peu truquée. Donc c'est une démocratie autoritaro-dérobée, on pourrait dire. Voilà, il y a quand même un petit peu de ça. Mais bref, ces deux Turquies, c'est le problème en revanche. C'est-à-dire comment vous faites pour parler à ces deux Turquies en même temps. Et je crois que la réponse, elle sera assez simple, ce sera Erdogan. Au fond, cette élection, pour moi, en tant qu'observateur extérieur, est une chance pour Erdogan, qui est quand même quelqu'un, il faut bien le dire, de politiquement extrêmement intelligent. C'est une chance pour lui de sortir par le haut, parce qu'il aura laissé un système électoral qui fonctionne, avec une grande présomption démocratique, avec une forme de liberté de choix, et s'il réussit bien sa sortie, ça peut être assez prometteur pour l'avenir de la Turquie et de l'Europe. Voilà, j'ai fini de jouer mon rôle d'optimiste patenté, tant sur l'école que sur la Turquie. Nicolas Bavrez. Ça vient d'être dit, la Turquie, c'est vraiment un pays clé et un pays clé pour l'Europe. C'est vrai pour des raisons stratégiques, mais c'est vrai aussi parce que ce pays est le symbole, j'allais dire, de ces démocratures. Donc, en l'occurrence, c'est une démocrature islamiste. Et effectivement, Erdogan a réussi à détruire l'héritage d'un siècle de république qui avait été fondé donc par Mustafa Kemal. Et ce qui est intéressant, ce qui se joue aujourd'hui, et là on est à un tournant, c'est de savoir si cette destruction de la République turque est définitive ou non. Et clairement, là on a une fenêtre qui s'est ouverte. C'est une défaite historique pour Erdogan. Pourquoi ? Parce que l'opposition a gagné toutes les grandes villes. Ça correspond à 64% de la population, 80% de l'économie. Beaucoup de femmes, non seulement les femmes ont beaucoup voté, mais les femmes ont beaucoup été élues, y compris dans des villes dites conservatrices.
Et ça a été obtenu alors que Erdogan contrôle tous les médias, l'université, les écoles, la magistrature et tout l'État qui a fait campagne en faveur de l'AKP. Alors, comment s'explique ce revirement, comme on l'a dit, moins d'un an après les élections présidentielles et législatives? D'abord parce que Erdogan a complètement cassé l'économie turque. L'inflation représente 67% et l'économie turque a quand même été largement coupée de son débouché principal qui est l'Europe. Deuxièmement, ça a été très bien rappelé, la corruption de l'AKP illustrée par le tremblement de terre. Et la troisième raison qui est intéressante, c'est qu'on commence à avoir un début de résistance de la société turque à l'islamisation de l'État et de l'ensemble, j'allais dire, des activités sociales et une certaine réserve vis-à-vis de l'aventurisme extérieur. Donc, cette élection, elle est très importante parce que c'était la dernière chance pour les Turcs de faire passer le message que l'islamisation de la Turquie n'était pas forcément définitive. Et il y a eu une espèce d'instinct démocratique qui s'est réveillé. Là où je crois, ça a été dit, c'est très important pour l'Europe parce que ça veut dire qu'il faut être impitoyable avec Erdogan, ses oligarques et son clan, notamment face à son aventurisme extérieur, le Caucase, le Haut-Karabakh, la Syrie, l'Afrique, la Méditerranée orientale, avec le projet de la Grande Turquie bleue qui avale, et notamment toute une partie de la Grèce. Impitoyable. Et en revanche, il faut ouvrir le dialogue avec la société et l'économie turque, comme ça a été rappelé. La dernière chose très importante et optimiste, c'est que ça montre que ces hommes forts et ces démocratures ne vont pas si bien que ça. Xi a tué son économie et sa démographie. Poutine a complètement cassé la Russie qui est dans une impasse stratégique complète. Et Erdogan, on le voit, a mis également la Russie dans une impasse complète. Quant aux Iraniens, eux aussi ont toutes les femmes contre le régime. Et depuis Aristote et Lysistrate, on sait que généralement, ça se finit mal pour le régime. Jean-Louis Bourlange. Oui, tout arrive. Tout arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Nicolas vient de faire l'éloge du « en même temps ». C'est quand même quelque chose que nous apprécions. Oui, je crois que la caractéristique de ces élections, pour nous, ça a été l'effet de surprise. Je crois que si on y a attaché tant d'importance, c'est parce que depuis les élections nationales de l'année dernière, l'affaire était réglée. Erdogan était un ancien démocrate qui dirigeait une démocrature qui tendait de plus en plus vers la dictature. Et effectivement, quand on voit les conditions dans lesquelles il avait gagné ces dernières élections, alors que l'inflation était ce qu'elle était, que l'économie était, comme vient de le rappeler Nicolas, en faillite, que la corruption qui était largement à l'origine de l'étendue des désastres humains provoqués par le séisme, la corruption s'étalait, était visible. On s'est dit, s'il gagne, et alors qu'il avait perdu déjà des élections municipales, il a toujours eu des difficultés avec les élections municipales, on s'est dit à l'issue de cette affaire-là que c'était fait et qu'en réalité, la Turquie avait définitivement basculé. D'où la surprise qui nous assaille en voyant que les choses ne sont pas si simples. Et alors là, d'où l'interprétation. Est-ce que nous sommes en face d'un reflux fondamental de cette radicalisation progressive de caractère religieux et anti-kémaliste incarnée par l'AKP? Est-ce que nous sommes dans un reflux fondamental? Est-ce que la victoire n'a pas été simplement due l'année dernière obtenue par Erdogan, par une sorte d'effet de commandant en chef face à l'ampleur des désastres provoqués par le séisme, un réflexe de loyalisme autour du chef? C'est quand même une question très intéressante parce que le parti, les blocs de domination
du parti qu'on qualifiera de laïque. Moi, je ne crois pas à la laïcité kémaliste. Je crois que le kémalisme est un système concordataire de contrôle de la religion d'État, de la religion par l'État. Ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas un développement du pluralisme religieux. Ça n'a jamais été. Les déclarations d'Atatürk là-dessus sont formelles. Nous sommes tous musulmans, etc. Simplement, Kemal disait, je suis musulman, mais c'est moi qui dis ce que c'est que l'islam. Bon, c'était ça bon. En tout cas, est-ce qu'ils avaient perdu le contrôle de l'armée, le contrôle de la justice, le contrôle de l'université, enfin, l'État profond échappait complètement aux kémalistes au cours des 20 dernières années. Donc, ce que nous voyons, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, alors, je ne sais pas si Erdogan rebondira ou ne rebondira pas, c'est difficile quand on est un grand chef charismatique de prendre une tôle comme ça, une tôle électorale, puis dire ça. C'est pas Gladstone d'Israëli, c'est pas comme ça que ça se joue. On est le chef, et quand on n'est plus le chef, on n'est plus infaillible. Donc il y a un risque, mais en même temps, il est aussi capable de rebondir, comme un certain nombre par exemple, le général de Gaulle en mai 68, il a une capacité de rebond qui est sans doute possible. Et avec une personnalité politique aussi habile, aussi déterminée, c'est envisageable. Mais ce que nous voyons, c'est que maintenant la Turquie est profondément divisée. Elle est divisée sur la religion. Elle est divisée entre l'Europe et le Sud global. N'oublions pas qu'Erdogan a pris une position très très forte en faveur du Hamas depuis les événements d'octobre dernier en Palestine. Elle est divisée entre le philo-occidentalisme incarné par l'OTAN et incarné par le fait qu'ils maintiennent quand même le contrôle des détroits par rapport à la flotte russe, et une complaisance à l'égard de Poutine qui est évidente et qui se manifeste par des achats d'armes notamment, et des transferts d'armement tout à fait contraires à la logique OTAN. Une opposition entre les villes et la campagne, une opposition entre Istanbul, qui est vraiment le poumon de ce formidable pays, et une Anatolie qui a été grignotée aussi par les kébalistes, mais qui reste quand même profondément attachée à l'islam. Comment nous devons réagir face à cela? C'est très difficile, parce que ça va reposer, si les kébalistes confirment leur succès et reprennent le pouvoir, ça va reposer en des termes très difficilement gérables pour nous la question de la candidature à l'Europe. Or, nous n'arrivons pas à gérer cette candidature pour une raison simple, c'est que nous ne disons pas ce qu'est l'Europe et ce qu'elle n'est pas. Voilà l'un des deux sujets sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure avec ceux de nos auditeurs qui le souhaiteraient, mais l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je m'abstiendrai cette semaine de contribuer à cette rubrique des brèves. Je me contenterai d'attirer votre attention sur le fait qu'une contribution volontaire défiscalisée de 30 € par mois ne vous reviendra qu'à 18 € et rétribuera 4 podcasts d'actualité du dimanche, 4 compendiums hebdomadaires et 4 badas de la série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », ce qui pour chacune de ces prestations représente une rémunération de 1,12 €, ce qui ne me semble pas exagéré. Nicolas Bavrez. Eh bien, moi, je voulais participer à la nostalgie Pompidou en vous recommandant le dictionnaire Pompidou, qui est paru chez Robert Laffont avec l'aide de l'Institut Georges Pompidou et qui rassemble un peu plus de 100 auteurs sur différentes entrées qui vont de l'aérotrain jusqu'au voyage présidentiel en passant par le pompidolisme. La nostalgie Pompidou, je vous rappelle, 6% de croissance, 4,5% de gain de productivité par an, chômage 2,7%, excédent commercial 0,6% du PIB, excédent budgétaire 0,2% du PIB. Vous vous rappelez peut-être aussi cette conclusion du Nogordien, c'est un livre posthume, mais ça avait été écrit en 1969 et c'est quand même assez impressionnant. Nous sommes arrivés à un point extrême où il faudra recréer un ordre social. La question est de savoir si ce sera en imposant une discipline démocratique garante des libertés ou si quelque homme fort et casqué tirera l'épée comme Alexandre. Le fascisme n'est pas improbable, il est même plus près de nous que le totalitarisme communiste. À nous de savoir si nous sommes prêts pour l'éviter, à résister aux utopies et aux démons de la destruction. Jean-Louis Bourlange. Je vais faire 2 brèves.
La première, dont une longue. la première sera pour dire que je suis comme nos amis ici, nous prêtons notre concours à cette émission. Et nous sommes très fiers de participer à cette émission. Mais il faut savoir que la totalité de la responsabilité, du travail, des initiatives, de l'organisation, c'est Philippe. Nous sommes associés à cette aventure. Nous souhaitons qu'elle dure. Il faut que vous sachiez que pour Philippe, c'est un engagement personnel qui lui a demandé énormément d'efforts, qui lui demande constamment énormément d'efforts. C'est pourquoi je voudrais vous dire ma solidarité. Alors ça, c'était ma brève gentille. Maintenant, j'ai une brève méchante. Je fais de la politique depuis à peu près 60 ans. Bon. Il m'est arrivé quelque chose ces derniers jours que je n'aurais jamais cru pouvoir imaginer. Un candidat, un chef de tête de liste, dans la candidature européenne, dans les candidatures pour les listes européennes, je le nomme, c'est M. Bellamy. J'entends à la radio répondre à la question « Pour qui avez-vous voté à la dernière présidentielle ?» Je ne répondrai pas, je refuse de répondre et j'invoque le secret de l'isoloir. Alors là, les bras m'en tombent. Comment est-ce qu'un leader politique, quels que soient ses votes, je ne mets pas du tout en cause la sincérité, comment un leader politique peut-il se présenter devant le peuple en disant « écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai conduit une liste il y a 5 ans, je la reconduis maintenant, mais je ne vais pas vous dire du tout ce que j'ai fait entre-temps, et je ne vais pas vous dire pour qui je vote et pour qui je ne vote pas. » Il faudrait quand même savoir que le secret de l'isoloir, ça n'a qu'un seul but, c'est de protéger des pauvres gens des manipulations dont ils pourraient être l'objet au moment où ils votent, et ça n'a jamais été, pour un leader politique, de dissimuler à ses électeurs quelles sont ses orientations fondamentales. Il me semble que la démocratie implique ce minimum d'information donné aux électeurs, mais j'avais pas tout vu, maintenant c'est fait. Vous avez remarqué que je n'ai pas reproché à Jean-Louis la longueur de sa première brève, peut-être même aurais-je été tenté de lui reprocher la brièveté de sa première brève, mais ça fait si longtemps que nous sommes complices dans les différents avatars de l'esprit public que, évidemment, je n'ai jamais douté de sa présence et de son soutien. Lucille Schmitt. Oui, sans aucune transition, moi je voulais recommander un roman du grand auteur turc Orhan Pamuk, qui a eu le prix Nobel en 2006 et qui, vous savez, est un fervent admirateur de Flaubert. Et il avait écrit dans les années 80 un roman que j'avais trouvé assez magnifique qui s'appelle La Maison du Silence, que vous trouverez en collection Folio. Que raconte ce roman ? Il raconte que, comme tous les ans, 3 jeunes qui viennent d'Istanbul vont voir leur grand-mère qui habite une maison totalement délabrée au bord de la mer, vers Marmara. Et en fait, dans ce roman qui est écrit où chacun des personnages prend successivement la parole, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnages qui vont prendre la parole, dans ce roman, au fond, toutes les questions qui sont traitées, c'est celles dont nous avons parlé à propos de la Turquie, à propos de la division entre la question de la laïcité et de l'islamisation, à propos de la question de la relation à l'Occident, à propos l'ancien mari de la vieille dame, qui a d'ailleurs causé le malheur de sa famille, était un obsédé de l'encyclopédie et voulait écrire une encyclopédie à l'usage du peuple turc qu'il trouvait beaucoup trop ignorant. Donc vous imaginez comment ça résonne entre la France et la Turquie, comme souvent chez Orhan Pamuk. C'est un roman que je trouve assez magnifique, à la fois sur le plan littéraire, encore une fois, et sur le plan des thèmes politiques qu'il aborde, en revenant sur l'histoire de la Turquie depuis le début du XXe siècle. Richard Verly. Alors je suis sûr que le nouvel esprit public a des auditeurs en Afrique. Et dans ce cas, peut-être va-t-il se passer ce que Colette Breckman raconte dans son livre que je vous recommande, Mes carnets noirs. Colette Breckman, journaliste belge, longtemps au Soir, le quotidien de Bruxelles, et qui nous raconte sa passion pour l'Afrique. Eh bien, ce qui s'était passé, c'est lorsque Louis Michel, l'ancien commissaire européen, père de l'actuel président du Conseil européen, était en tournée en Afrique, il a été pris d'un grave malaise et il a eu une succession d'hémorragies gastriques. Et à ce moment-là, le lendemain, la délégation belge a trouvé en bas de son hôtel une équipe de guérisseurs congolais qui venaient apporter pour Louis Michel, qui lui était entre-temps rapatrié en Belgique, un nombre d'onguents et de recettes miracles destinées à rétablir
ce ministre qui représentait l'ancienne puissance coloniale. Eh bien, ce que je souhaite au nouvel esprit public, à vous-même et à nous, c'est que les guérisseurs africains, les meilleurs, soient à notre chevet et permettre à Philippe de poursuivre son aventure. Écoutez, ou bien ils nous achèveront, ou bien ils nous soutiendront. Nous verrons. Merci à tous. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cet enregistrement a été préparé, à Benoît Carré, qui en assurera, comme depuis la création de ce compendium, qui assurera le compendium de cet enregistrement. Nicolas Tourneau veille au site depuis aussi notre création. Olivier Magloire veille à la plateforme de financement. Laurie Galigani est à la manœuvre dans tous nos enregistrements en direct. Nouvelles Écoutes est aussi, et Julien Neuville produisent cette émission, tandis que l'école alsacienne nous accueille là aussi fidèlement depuis le début de notre aventure en podcast. Je vous donne donc rendez-vous dans un instant pour ceux qui sont dans la salle pour les traditionnels échanges autour des 2 thèmes que nous avons abordés, et puis dimanche prochain pour un nouvel esprit public, et entre-temps mercredi pour le BADA, c'est-à-dire l'enregistrement de la conversation que je viens d'annoncer. Merci, à tout de suite.